Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver à distance notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commenter ces deals qui ont été annoncés, verbalisés ces dernières heures, ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'affaires sur le plan géopolitique qui ont été, guidées par Donald Trump et son administration. Je pense à l'Inde, au Pakistan, on verra cette semaine ce qu'il en est d'une possible rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais sur le front commercial, il y a évidemment la trêve de 90 jours et la désescalade tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Et puis précédemment, quelques jours auparavant, Pierre-Yves, et pour l'instant c'est, l'accord commercial de référence, celui entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors, on veut des deals, et si on n'en a pas, eh bien on va dire qu'on en a quand même. La logique s'est inversée. Après 2 mois durant lesquels Donald Trump voulait renverser la table, faire peur à tout le monde, relever massivement les tarifs douaniers bien au-delà de tout ce que l'on anticipait et donner l'impression qu'il avait l'intention de les laisser très élevés parce qu'il avait besoin de recettes fiscales durables. Maintenant, la dynamique inverse semble engagée. On commence par le Royaume-Uni, on va y revenir, et puis il y a ce que Scott Bessent lui-même et Donald Trump, il y a quelques minutes dans le bureau ovale, appelle le deal. Le deal avec la Chine, c'est extraordinaire. C'est un deal qui consiste à dire qu'on va négocier un deal. Revenir presque au statu quo ex ante et présenter comme une victoire. Bon, tant mieux. Cela veut dire que peut-être Donald Trump est revenu sur sa conviction selon laquelle les tarifs douaniers étaient la réponse à tous les problèmes. Et on va voir, en tout cas, la réaction immédiate des marchés est très positive. Alors, ce premier deal chronologiquement qui a été annoncé avec le Royaume-Uni était probablement le plus facile à négocier parce que le Royaume-Uni affiche un déficit commercial avec les États-Unis de l'ordre de 12 milliards de dollars. Rien à voir donc avec les énormes surplus que l'on connaît avec la Chine, la Corée ou le Japon par exemple. Et puis on parle la même langue dans tous les sens du terme. Et puis politiquement, Donald Trump avait besoin d'afficher une victoire pour montrer que sa politique de tarifs douaniers massifs ne le précipitait pas dans l'impasse. Et de l'autre côté, le Premier ministre britannique aussi avait besoin d'afficher une victoire politique parce que sa situation est quand même assez chancelante. Donc il y avait cette conjonction de facteurs et finalement, ce deal qui n'est que tout à fait partiel, qui est loin d'être bouclé, ne présente pas de concessions massives de la part des Britanniques. On est très très loin du rêve britannique formulé après le Brexit d'accord de libre-échange transatlantique. Mais les Britanniques n'ont pas cédé sur des points importants. D'abord, ils n'ont pas cédé sur leur taxation des services numériques. Ils n'ont pas cédé sur les normes d'accès au marché britannique pour les produits alimentaires. Les Britanniques ne sont pas prêts de manger du poulet américain s'il a été rincé à l'eau de Javel. Je dis cela avec une pointe d'ironie parce que moi j'en mange presque toutes les semaines et vous voyez, ça ne m'a pas rendu malade. Donc un petit effort pour le bœuf américain, oui. Une plus grande ouverture du marché britannique sur l'éthanol, bien. Des concessions importantes d'un point de vue commercial et politique de la part des Américains. L'acier et l'aluminium britannique va rentrer sans droit de douane maintenant. Les Jaguars, les Range Rovers vont rentrer avec beaucoup moins de droits de douane dans une limite de contingent qui en fait correspond exactement à ce qu'elles vendaient de toute façon. On passe de quelques 27% à 10% de droits de douane seulement. Donc un petit progrès. Une pointe de scepticisme tout de même dans mon commentaire sur ce qui nous a été présenté comme un deal comprehensive, complet, parfait, bouclé, totalement ficelé. Non, ça n'est pas vrai. La preuve en est que l'on nous avait annoncé, par exemple, que
Dès le lendemain de cette annonce assez confuse faite dans le bureau ovale avec Keir Starmer qui était au téléphone et toutes sortes de chiffres qu'on nous jetait à la figure, nous les journalistes un petit peu ébahis, on nous a expliqué que vous allez voir ce que vous allez voir. Le deal est tellement extraordinaire que Boeing demain va recevoir une commande de 10 milliards de dollars. Demain, après-demain, après-après-demain sont passés. On n'a toujours pas vu la commande de 10 milliards de dollars de Boeing. Bon, mais on y croit. C'est un geste important. Malheureusement, pour les raisons que je viens d'essayer de vous expliquer, en particulier le fait que les États-Unis affichent un surplus avec les Britanniques, ça ne peut pas servir de modèle à des négociations avec l'Europe en particulier. Un autre point important, le Royaume-Uni n'avait pas mis en œuvre de mesures de rétorsion. Oui. Et là, je crois sincèrement que la Maison-Blanche veut accorder sa préférence aux pays qui ont eu, certains diront la faiblesse, d'autres diront la sagesse ou la patience, de ne pas imposer tout de suite des mesures de rétorsion. Ces pays-là sont récompensés. Le Royaume-Uni en est un, et je pense que la Suisse va en être un autre. Bon, un deal facile avec le UK, allié historique, stratégique, mais une situation spécifique qui rend sans doute ce deal non reproductible, en tout cas dans les termes dans lesquels il a été noué. Et puis un focus asiatique très fort, Scott Bessent le rappelait tout à l'heure, la Chine bien sûr, mais désormais il y a toujours des négociations avec le Japon qui sont en cours, la Corée du Sud. Quant à l'Union européenne, de ce que je comprends, on est toujours au niveau de relations ou de négociations techniques. Ça se joue à un niveau technique et pas encore à un niveau politique, en tout cas pas encore au plus haut niveau politique officiellement. Il y a 3 flèches dans le programme de recomposition de l'économie américaine par Donald Trump. La question tarifaire, donc la flèche est partie et on va essayer de ramener des deals à la maison. Il y a la flèche de la baisse d'impôts, des baisses d'impôts, Pierre-Yves, et puis la flèche de la dérégulation. Où est-ce qu'on en est du reste du programme, et notamment la partie fiscale budgétaire, avec toujours cette petite spécificité américaine, mais toujours un compteur qui tourne, avec un plafond de la dette qui se rapproche, etc. Alors, on commence à s'exciter sérieusement au Capitole sur la question fondamentale pour les électeurs américains et pour la conjoncture américaine, et pour le calendrier constitutionnel américain qui oblige cette Maison-Blanche à faire voter quelque chose d'important avant que le Congrès parte en vacances d'été. Il faudrait vraiment que les choses se débloquent à la Chambre des représentants avant la fin du mois de mai pour que le Sénat se saisisse d'un paquet début juin, et il faut aller vite. Alors, la Commission des voies et moyens en matière fiscale a toujours le premier mot à dire. Elle est en train de produire une énorme loi d'une complexité totale, mais c'est une seule loi sur un seul paquet législatif que Donald Trump a insisté, plutôt que d'avoir 2 lois, en passant ce qui est facile d'abord et en repoussant au calendrier grec ce qui est difficile. Il cherche à obtenir une seule loi. Alors, où en est-on en matière fiscale ? L'objectif politique des Républicains, qui ont une très très faible marge de manœuvre à la Chambre des représentants et qui ont peur de la perdre lors des élections législatives l'année prochaine, est de mettre de l'argent dans la poche tout de suite, dès le mois de janvier 2026, de l'argent dans la poche des Américains pour qu'ils voient un petit bonus dans leur pouvoir d'achat et que ça leur rappelle que les Républicains ne les oublient pas. Comment pense-t-il procéder ? Alors je me reporte à mes notes parce que ça devient assez technique, mais les gens qui nous écoutent sont techniques par définition, n'est-ce pas ? Alors, nous avons une augmentation des abattements pour particuliers et pour familles. Alors ça met de l'argent tout de suite dans la poche. Quand je dis tout de suite dans la poche, parce que les Américains pratiquent ce qui est, je crois, maintenant la norme en France depuis assez peu de temps, qui est la retenue à la source. Oui. Dès que l'on change la formule de retenue à la source et qu'on en retient moins, eh bien, à la fin du mois, les Américains ont ou 2 fois par mois, souvent les Américains sont payés 2 fois par mois, tous les 15 jours, ont un petit peu plus de sous. Augmentation des crédits d'impôt pour enfants et pour familles. Ça marche, ça donne aussi de l'argent dans la poche des Américains assez vite. Ajustement des tranches d'impôt pour les indexer un peu plus pour tenir compte de l'inflation. Très important. Augmentation de l'exemption de la taxe sur les héritages. Là, je vais faire rêver les gens qui sont en France en leur disant que cette exemption
fédéral porte sur la somme de, tenez-vous bien, 15 millions de dollars. Réduction du taux effectif de taxation des auto-entrepreneurs. Alors ça, c'est capital et c'est souvent une chose qui est mal comprise. Énormément de petites entreprises américaines ne sont pas taxées en fonction du barème des sociétés, mais elles sont taxées au barème des revenus des personnes parce que les propriétaires de ces petites entreprises ne présentent qu'une seule déclaration d'impôt, c'est celle de leurs impôts personnels. Et lorsque le taux marginal d'imposition des particuliers est supérieur au taux marginal d'imposition des entreprises, ça peut poser un problème aux petites entreprises. Et là, les Républicains veulent procéder à un petit ajustement. En gros, on baisserait d'1%, on passerait de 29% de taux maximal d'imposition à 28% pour les gens qui sont sur le Schedule C, je crois, dit-on en termes techniques. Les grands mystères de cette affaire, parce que tout est sur la table, sont comment va-t-on faire pour tenir les grandes promesses électorales de Donald Trump, qui a promis l'exemption de taxation sur le versement des pensions de retraite de Social Security. Comment va-t-on faire pour exempter de taxation les pourboires? Tout ça est encore un grand mystère. Et le leadership de la Chambre des représentants se gratte la tête et le compteur tourne. Oui, on faisait le point là avec un de nos invités dans la partie précédente de l'émission. On est déjà peut-être sur les 3-4 premiers mois de l'année. Je ne suis pas sûr qu'on ait l'exécution budgétaire encore pour le mois d'avril, mais on l'aura sans doute rapidement aux États-Unis. On est sur plus de 200 milliards de dollars de dérives budgétaires déjà depuis le début de l'année, sur les premiers mois de l'année. Voilà. Grégoire, quand on aime, on ne compte pas. Oui. Non, mais je sais bien. Mais à un moment, le marché peut-être se réintéressera à cette question budgétaire. Là, on est sur les tarifs. Le marché, généralement, court un lièvre à la fois. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain sur Be Smart for Change, bien sûr, à retrouver en replay sur besmart.fr.